Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une série de reportages et d'analyses du média publiés tout au long de l'année 2025. L'idée, c'est de voir un peu ce qui en ressort, quelles sont les grandes tendances et finalement quel portrait de l'année ça nous dresse. Bonjour, et c'est un portrait assez intense qui se dessine, oui. On peut vraiment voir trois grands axes émerger. D'un côté, une France sous très haute tension, politiquement et socialement. D'accord. Ensuite, un regard très critique sur les conflits internationaux qui montre comment l'humanitaire devient en fait une arme de guerre. Et enfin, il y a un fil rouge qui relie un peu tout ça, la question des libertés publiques et de l'impunité. Alors commençons par la France, si vous voulez bien. Ce qui frappe tout de suite, c'est ce climat d'instabilité politique quasi permanent. L'idée d'une démission du président Macron, par exemple, on en entend parler partout. Oui, ce n'est plus du tout un sujet tabou. Ça vient de la droite avec Jean-François Copé, de la gauche avec Jean-Luc Mélenchon. L'hypothèse a complètement infusé dans le débat public. C'est le symptôme d'une crise institutionnelle assez profonde dans les réalités. Parce qu'il n'y a pas de majorité stable. Exactement. Le gouvernement navigue à vue. D'un côté, il va chercher des compromis. On l'a vu avec le PS sur le budget. Et de l'autre, il surcompense avec une posture de fermeté très très marquée. Et cette fermeté, elle semble incarnée par une figure qui revient tout le temps dans les sources. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Ritaglio. On a l'impression de le voir sur tous les fronts. Ah oui, il est omniprésent. C'est lui qui est à la manœuvre pour la dissolution de collectifs comme la Jeune Garde ou Urgence Palestine. Suite à une demande du Rassemblement national, d'ailleurs. Justement, c'est lui qui met sous surveillance un groupe de rap nord-irlandais, Kneecap. On pourrait croire que ça part dans tous les sens. Oui, on se demande quel est le fil conducteur. Eh bien, c'est une excellente question, parce que les sources montrent qu'il y a une cohérence très forte. C'est une stratégie qui consiste à identifier, à cibler, ce qu'on pourrait appeler des ennemis intérieurs, que ce soit des militants antifascistes, des soutiens à la cause palestinienne, des artistes. Et même des patients Covid. Parce que c'est aussi lui qui stoppe net l'expérimentation du cannabis thérapeutique. Absolument. Laissant des milliers de malades sans solution, au nom de la guerre à la drogue. Le but, c'est de consolider une ligne sécuritaire extrêmement dure. Une ligne qui, d'ailleurs, est souvent en phase avec les demandes de l'extrême droite. L'épisode avec le collectif Némésis est assez parlant là-dessus. Très révélateur. Il leur apporte son soutien pensant avoir affaire à un groupe féministe, avant de rétro-pédaler complètement quand il s'avère qu'elles tiennent des discours racistes et sont entourées de services d'ordre violents. Tout ça dessine une priorité politique très claire. L'ordre. Le contrôle. Et pendant que l'attention est focalisée là-dessus, sur ces ennemis désignés, les reportages du média nous montrent des crises sociales très profondes. Des crises qui, elles, semblent un peu délaissées. Oui, il y a un effet diversion, c'est clair. L'agenda sécuritaire vient masquer des urgences sociales qui ne sont tout simplement pas traitées. Prenons la crise du logement, c'est un exemple qui saute aux yeux. Dans les sources, le cas des squats Alzol et la Trotteuse à Pantin. Oui, un cas d'école. On parle de centaines de personnes. Des étudiants, des travailleurs, des familles. Oui, des gens qui vivent dans des bureaux ou des entrepôts qui sont vides depuis des années. Et ils sont sous la menace constante d'une expulsion. Une expulsion facilitée par la nouvelle loi Casbarien-Berger en plus. C'est ça. Et c'est là tout le paradoxe que pointent les sources. On durcit la loi contre des gens qui cherchent juste un toit, alors que la France a des millions de mètres carrés de bureaux et de logements vides. On pénalise la précarité, pas la spéculation. Ce sentiment d'abandon, on le retrouve quasiment à l'identique dans la couverture de la crise agricole, non? Absolument, c'est la même déconnexion. La colère des agriculteurs est toujours là en 2025. Et les sources analysent une récupération politique assez cynique, en particulier par le Rassemblement national. Le RN est perçu par une partie du monde agricole comme son meilleur défenseur. Ce qui est un paradoxe fascinant. Comment est-ce qu'on explique ce décalage? Parce que leur vote au Parlement européen, notamment sur le libre-échange, Disent tout le contraire. l'analyse qui en est faite, c'est que le RN a réussi un coup de maître. Il a déplacé le débat. Le vrai problème, la question du revenu, du partage de la valeur, on n'en parle plus. C'est occulté. D'accord. À la place, on a un bouc émissaire parfait, les normes environnementales. Le problème serait l'écologie, pas le modèle agro-industriel. Et ce discours, il fonctionne parce qu'il offre une réponse simple à une détresse qui est, elle, très complexe. Et cette déconnexion entre l'agenda du gouvernement et l'urgence humaine, on la voit atteindre un sommet, d'après les sources, à Mayotte, après le cyclone. La visite du Premier ministre François Bayrou est décrite comme surréaliste. La séquence est terrible, oui. Il arrive sur une île dévastée et sa première estimation du bilan humain est d'une légèreté glaçante. Quelques dizaines ou quelques centaines peut-être. Il y a une incapacité à prendre la mesure du drame.
Et au lieu de parler de l'urgence, l'eau, la nourriture, son discours bascule tout de suite sur l'immigration, la réforme du droit du sol. C'est ça, c'en est presque caricatural. La population demande des secours et le gouvernement répond par un débat identitaire. Le message reçu là-bas, c'est un sentiment d'abandon total. L'impression que leur vie compte moins. Cette idée d'un pouvoir qui choisit ses priorités, qui choisit ses ennemis et qui en délaisse d'autres. Est-ce qu'on retrouve cette grille de lecture dans l'analyse des conflits internationaux? C'est exactement le même prisme. Le regard est très critique et se focalise précisément sur ça. Qui est aidé, qui est armé et qui est ignoré. Le cas de Gaza est particulièrement documenté, et pas seulement sur l'aspect militaire. Un reportage en Cisjordanie, par exemple, détaille ce harcèlement lent mais méthodique des colons pour chasser les Palestiniens de leurs terres, souvent avec le soutien passif de l'armée. Mais c'est sur la gestion de l'aide humanitaire à Gaza même que les reportages sont les plus accablants. Les sources parlent de catastrophes planifiées. On parle de plus de 600 morts autour des points de distribution. Oui, les humanitaires sur place qualifient ça de pillage mortel, parce que le système géré par l'ONU, l'UNRWA, a été en grande partie démantelé et remplacé par une société privée, la Gaza Humanitarian Foundation, la GHF, soutenue par les États-Unis et Israël. Une société privée pour gérer l'aide humanitaire. Ce n'est pas très courant, ça. Non, c'est très inhabituel, et c'est ce qui alerte. Sa gouvernance est opaque, les liens avec des services de renseignement sont avérés. L'analyse qui ressort, c'est qu'on assiste à une militarisation de l'aide. L'objectif n'est pas d'abord humanitaire, il est politique. C'est-à-dire? Il s'agit de contourner l'ONU, de détruire les réseaux d'aide locaux qui structuraient la société palestinienne, et potentiellement d'utiliser la faim pour forcer le déplacement des populations. C'est l'utilisation de la faim comme une arme de guerre. Et cette thèse est renforcée par un article du journal israélien Haaretz qui s'appuie sur des témoignages de soldats. On n'est pas dans la rumeur, là. Non, on est sur des sources internes. Et ces témoignages sont sans équivoque. Ils affirment que les ordres de tirer sur les foules affamées existent. Et ils décrivent la diffusion d'une idéologie au sein des troupes selon laquelle il n'y aurait pas de non-combattants à Gaza. Ce qui, évidemment, légitime tout. Donc on a une couverture très dense sur Gaza. Et à l'opposé, les sources du média évoquent une autre crise humanitaire, peut-être la pire au monde, qui est complètement ignorée. Le Soudan. La guerre qu'on ne regarde plus. Et pourtant, les chiffres sont apocalyptiques. 13 millions de déplacés, 25 millions de personnes qui ont besoin d'aide. C'est la plus grande crise de déplacement au monde. Alors pourquoi ce silence en complexe? Les Émirats, l'Égypte, la Russie via Wagner, tout le monde a des intérêts là-bas. L'or, les armes. Il n'y a pas de récit médiatique simple, avec des gentils et des méchants. Et au-delà de cette complexité géopolitique? Au-delà, l'analyse pointe quelque chose de plus, dérangeant. Une forme de regard raciste, de complicité passive. Le conflit ne touche pas les intérêts stratégiques occidentaux, il ne menace pas les frontières de l'Europe. Donc, on l'ignore. La catastrophe humaine est traitée avec une forme d'indifférence. C'est fascinant, parce qu'en vous écoutant, on voit vraiment se dessiner un fil rouge. Cette logique de contrôle, de ciblage de certains groupes et d'indifférence envers d'autres, on la retrouve dans le dernier grand thème, les libertés publiques en France. Absolument. C'est là que la boucle se referme. Toutes ces tensions ont un impact très concret sur l'état de notre démocratie. La liberté d'expression, le droit à une justice équitable. On a déjà parlé du groupe de rap Knicap. Les sources décrivent une stratégie de pression assez insidieuse. Oui, d'abord on tente d'interdire leurs concerts à cause de leur position pro-palestinienne. La justice refuse. Et là, ça ne s'arrête pas. Non, la pression change de forme. Elle devient plus pernicieuse. On ne s'attaque plus à l'artiste, mais à ceux qui le programment. On menace des festivals comme Rock en Seine de leur couper les subventions s'ils maintiennent le groupe. C'est la même méthode qui avait été utilisée contre le rappeur Medine. C'est une forme de censure qui ne dit pas son nom, en fait. C'est plus difficile à combattre juridiquement, j'imagine. Précisément. Ce n'est pas une interdiction, c'est une asphyxie financière. Ça pousse à l'autocensure. Les programmateurs, pour ne pas prendre de risques, vont finir par écarter d'eux-mêmes les artistes jugés problématiques. C'est tout aussi efficace. Donc d'un côté, une pression sur la liberté d'expression. Et de l'autre, les sources s'inquiètent d'une forme d'impunité, notamment policière. Il y a un rapport de l'ONG Flagrant Déni qui est très troublant. Oui, il remet en cause l'image d'une police des polices efficace et indépendante. Le rapport montre que l'IGPN ne traite en réalité qu'une toute petite partie des affaires de violence policière, environ 10%. Seulement 10%, Ouais. et les 90% qui restent? Ils sont confiés à des cellules déontologie internes aux services de police.
Autrement dit, les enquêtes sont menées par les collègues des policiers mis en cause. On peut se poser la question de l'indépendance, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça a un impact sur les résultats, concrètement? Un impact direct, oui. Le taux d'élucidation de ces affaires a chuté de 25%. Pour le dire plus crûment, le rapport montre qu'un policier accusé de violence a aujourd'hui 2 fois plus de chances d'échapper à la justice qu'un citoyen ordinaire. C'est un chiffre qui pose une question fondamentale sur l'égalité devant la loi. Si on met tout ça bout à bout, la dissolution des collectifs, la censure indirecte des artistes, cette impunité qui grandit, quel tableau ça nous dresse? Ça dessine les contours d'un modèle où l'État semble renforcer ses outils de contrôle et de répression, tout en affaiblissant en parallèle les mécanismes de contre-pouvoir. La question de l'indépendance de la justice face au pouvoir policier est vraiment posée par l'ensemble de ses sources. Alors, pour résumer cette plongée dans les archives 2025 du média, on a le portrait d'une société française très fracturée, d'un monde où les principes humanitaires s'effacent, et d'une démocratie où les libertés fondamentales sont de plus en plus sous tension. C'est une très bonne synthèse. Et pour conclure, il y a peut-être une dernière piste de réflexion qui émerge de tout ça. Les documents montrent des pouvoirs publics qui réagissent à des crises. Un cyclone, la colère agricole, une instabilité parlementaire. Mais ils montrent aussi, et on l'a beaucoup dit, un ciblage très actif, très délibéré de certains groupes. Les militants, les artistes, les personnes précaires. La distinction est importante entre réagir à une crise et la cibler. Tout à fait. Et ça soulève une question essentielle. Une question à méditer. Toutes ces actions politiques, est-ce que ce sont de simples réponses, parfois maladroites, à des crises imprévues? Ou bien est-ce qu'elles participent d'une stratégie plus globale, plus consciente, qui viserait à redéfinir les limites de la contestation et, au final, à imposer un ordre social plus autoritaire? La réponse n'est pas dans les sources, mais la question, elle, y est clairement posée.